Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux mesures produits. On a déjà vu les ensembles mesurables, les ensembles mesurés, la mesure de Lebesgue. Et donc là, on est à la mesure produit. E1, B1, E2, B2 sont des espaces mesurables et on note E égale E1 croix E2. On appelle rectangle une partie de E1 croix E2 qui est de la forme U1 croix U2 où U1 appartient à B1 et U2 appartient à B2. Il ne faut pas confondre U1 croix U2 qui est l'ensemble des x, y, x appartenant à U1, y appartenant à U2, donc finalement qui est une partie de E1 croix E2, avec U1, U2 qui lui appartient, ça c'est un couple qui appartient à B1 croix B2. Les éléments de U1 croix U2, eux, ils appartiennent à E1 croix E2. Les éléments de B1 croix B2, ils appartiennent, B1 c'est inclus dans P2 1. Donc eux, ils appartiennent à P2 1 croix P2 P2 1 croix P2. L'ensemble des rectangles de E1 croix E2 sera noté comme ça. Et donc il est différent de ça. Ensemble élémentaire, c'est une partie de E1 croix E2 qui est une réunion finie de rectangles. Donc on peut la noter comme ça. Donc ce n'est pas des notations officielles, ça c'est les miennes. L'ensemble des ensembles élémentaires ou des parties élémentaires. Une partie élémentaire peut s'écrire comme une réunion finie de rectangles 2 à 2 disjoints. Dans la définition, ce n'était pas le cas. Démonstration. Donc je prends un rectangle, un ensemble élémentaire qui est réunion de n rectangles. Et je fais une récurrence sur n. Donc c'est évident si n égale 1, puisque c'est une réunion disjointe vu qu'il n'y a qu'un ensemble. Supposons que ça soit vrai à l'ordre n, et je prends un rectangle élémentaire de n. C'est pas un rectangle ici, pardon. C'est un ensemble élémentaire de n plus 1 rectangle. Donc A va être égal à, je sépare le dernier des autres, et celui-là, je dis que puisqu'il a n rectangles, il peut s'écrire comme réunion disjointe, 2 à 2 disjointe, de P rectangles. Donc ça me fait somme de 1 à P, ça fait réunion de 1 à P des U'K croix, enfin A, je l'écris comme ça, des U'K croix W'K, union UN plus 1 croix Wn plus 1. C'est-à-dire que je fais rentrer ça dans la réunion là-dedans, voilà, qui est parfaitement légal. Donc ça fait l'union de 1 à P des AK. Alors, dire que XY appartient à K, c'est dire qu'il appartient à UN plus 1 croix WN plus 1, d'accord, ou qu'il n'appartient pas à ça, mais qu'il appartient à ça. Et dans ce cas-là, il appartient à ça. Et dans ce cas-là, donc ça équivaut à dire qu'il appartient à ça, ou je suis dans ce cas-là. Dans ce cas-là, de toute façon, X va appartenir à U'K, Y va appartenir à W'K, mais pourquoi n'appartient-il pas à ça? Il est possible que X n'appartienne pas à UN plus 1, d'accord? Ou alors qu'il appartient à UN plus 1, mais à ce moment-là, c'est Y qui n'appartient pas à WN plus 1. Donc voilà les cas. Donc ça fait union de 1 à P des UN plus 1 croix WN plus 1, union, alors là ça nous fait U'K privé de UN plus 1 croix W'K, et là ça fait U'K inter UN plus 1 croix W'K privé de Wn plus 1. D'accord? Voilà. Et donc je peux sortir ça de la réunion et ça me fait ça. Ça je l'appelle BK, ça je l'appelle CK. Je remarque au passage que BK il appartient à U'K croix W'K et CK à U'K croix W'K. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à démontrer qu'ils sont 2 à 2 disjoints tous ces ensembles. Ça et ça, ça et ça, 2 entre eux ici, 2 entre eux ici, et 1 ici, 1 ici. Eh bien, UN plus 1 croix WN plus 1 avec ça, c'est vite parce que là, je suis dans WN plus 1 et voilà. Avec ça, eh bien, c'est pareil parce que là, je suis dans WN plus 1 et là, je n'y suis pas. Alors, quoi, oui, tout à l'heure, c'était UN plus 1
et là c'est Wn plus 1. D'accord? Maintenant, si j'en prends 2 là-dedans, et bien, si K est différent de J, je remarque, puisque j'ai ça, alors BK inter VJ va être égal, en tenant compte de ça, hein, BK inter VJ va être égal à vide, CK inter CJ va être égal à vide, BK inter CJ va être égal à vide. Maintenant, il me reste à regarder BK inter CK. Bêta inter CK, ça fait ça. Mais là, je ne suis pas dans UN plus 1, alors que là, j'y suis, donc ça fait vide. Donc j'ai bien une réunion finie d'ensemble 2 à 2 distincts, tous des rectangles, alors, parce qu'il faut intervenir ça. Mais ça appartient à B1, ça appartient à B1, et ça appartient à B2. Voilà, donc la propriété est vraie à l'ordre n plus 1, et par le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. On appelle tribu produit des tribus B1, B2 sur E1 croix E2, la tribu engendrée par l'ensemble des rectangles, on la note comme ça, et E1 croix E2, B1, tribu B1, B2, je dirais tribu B1, B2 ou tribu produit, est un espace mesurable. Voilà. R de B1, B2, bien sûr, est inclus dans la tribu produit, puisque c'est la tribu engendrée par. D'accord? Et puis l'autre aussi est inclus dedans, parce que ici on a des ensembles élémentaires, ce sont des réunions de rectangles. D'accord? Et comme les rectangles sont dans la tribu, leurs réunions sont dans la tribu aussi. Donc, réunion finie. Hein. Et donc, ça, c'est inclus dans la tribu produit. Propriété, la tribu produit B1, B2, engendrée par les rectangles, est aussi engendrée par les ensembles élémentaires. Démonstration, les rectangles sont des ensembles élémentaires, donc la tribu qu'ils engendrent, c'est-à-dire B1, B2, est inclus dans la tribu engendrée par les élémentaires. Mais les élémentaires appartiennent aussi à B1, B2, c'est évident, puisque les élémentaires, ce sont des réunions de rectangles. Les rectangles font partie de la tribu produit, donc les réunions aussi. Et donc, on a cette inclusion qui fait que quand on passe à la tribu engendrée par E, elle est incluse dans la tribu engendrée par B1, B2, mais évidemment, la plus petite tribu qui contienne la tribu produit, c'est elle-même, et donc on a cette inclusion. Donc avec l'autre inclusion, on obtient l'égalité. On suppose que B1 et B2 sont engendrés respectivement par une partie E1 de P de E1, une partie E2 de P de E2, et on suppose que E1 et E2 sont recouverts par une réunion dénombrable d'éléments de E1 et E2. Donc quelque chose de ce genre où les E1N appartiennent à E1, les E2N appartiennent à E2, quel que soit N. Alors l'ensemble des rectangles donc du type particulier U1 appartient à E1 et U2 appartient à E2 engendre B1, B2. Et on note T, la partie donc engendrée, pour la démonstration, on note T, la partie engendrée par les rectangles de E1, E2. Et donc les rectangles de E1, E2 sont inclus dans les rectangles de B1, P2, parce que E1 est inclus dans B1 et E2 est inclus dans B2. Donc la tribu engendrée par ces rectangles-là est inclus dans celle-là. Et donc ça veut dire que T est inclus dans la tribu produit, puisqu'elle est engendrée par les rectangles de B1, B2. Soit B1 tilde l'ensemble des B1 appartenant à B1, tel que B1 croix A2 appartient à T, quel que soit A2 appartenant à E2. Si A1 appartient à E1, alors quel que soit A2 appartenant à E2, on note que A1 croix A2, qui est un rectangle de E1 E2, est inclus dans T, puisque T est engendré par ces rectangles-là. Donc on voit que A1 appartient à B1 tilde, quel que soit A1 appartenant à E1, ce qui veut dire que E1 est inclus dans B1 tilde. Ça va nous servir après. Vide croix A2, quel que soit A2, donc appartenant à E2, vide croix A2 égale vide, qui appartient à T, puisque c'est une produit, donc quel que soit A2 appartenant à E2, quel que soit A2 appartenant à A2, oui. Donc vide appartient à B1 tilde. Voilà. Soit B1 maintenant appartenant à B1 tilde, A2 appartenant à E2, et on s'intéresse à B1 donc au complémentaire de B1. Donc B1 bar croix A2, c'est E1 moins B1 croix A2, et donc c'est E1 moins E1 croix A2 moins B1 croix A2.
E1 croix A2, bah, c'est l'union des E1N croix A2, donc ça fait cette union-là. Et comme les E1N croix A2 appartiennent à E1 croix E2 qui est inclus dans T, donc c'est inclus dans T, ça bien sûr, et bien, puisque T est engendré par ça, l'union des E1N croix A2 appartient à T. De plus, B1 appartient à B1 tilde, donc B1 A2 appartient à T aussi. Donc ça appartient à T, ça appartient à T. Et donc ça va appartenir à T. Comme c'est vrai, quel que soit A2 appartenant à E2, on en déduit que B1 bar appartient à B1 tilde. Et maintenant, enfin, si je prends une suite quelconque de B1 tilde, soit A2 appartenant à E2, eh bien, je vais avoir xn croix A2 qui appartient à T, quel que soit n, puisqu'ils appartiennent à B1 tilde. L'union des xn croix A2 peut s'écrire comme ça appartient à T, l'union appartient à T, et donc j'en déduis que puisque c'est vrai, quel que soit A2, l'union des xn appartient à B1 tilde, qui vérifie donc toutes les conditions pour être une tribu qui contient E1, et donc qui contient l'attribut engendré par E1, donc qui contient B1. D'accord? Et donc B1 est inclus dans B1 tilde, ce qui veut dire que quel que soit B1 appartenant à B1, eh bien, et quel que soit A2 appartenant à E2, je vais avoir B1 croix A2 qui appartient à T. Maintenant, je m'intéresse à B2 tilde, qui est l'ensemble des B2 appartenant à B2, tel que B1 croix B2 appartient à T, quel que soit B1 appartenant à B1. Et je refais la même chose. E2 est inclus dans B2 tilde, car si A2 appartient à E2 et B1 appartient à B1 tilde, alors j'ai ça, et donc j'ai B1 croix A2 qui appartient à T. Quel que soit B1 appartenant à B1, B1 intervide égale vide appartient à T, donc vide appartient à B2 tilde. Maintenant, si B2 appartient à B2 tilde, eh bien je prends B1 appartenant à B1, hein, et puis je vais dire que B1 croix B2 tilde, c'est pareil que tout à l'heure, est égal à ça, est égal à ça. B1 croix 2, c'est égal à ça, c'est égal à ça. Mais là, quel que soit n, E de n appartient à E2, donc B1 croix E de n appartient à T, ça vient de là. Et puis, donc, ça appartient à T, puisque c'est une tribu. Et donc, B1 croix E2, et donc B1 croix E2 appartient à T, oui, ça je peux dire ça si je veux. Et oui, parce que c'était B1 croix E2, ça. Donc B1 croix E2 appartient à T. Voilà, c'est bon. Et de plus, B2 appartient à B2 tilde, donc B1 croix B2 appartient à T, donc B1 croix E2 moins B1 croix B2 appartient à T, donc B1 croix B2 bar appartient à T, quel que soit B1 appartenant à B1, ce qui veut dire que B2 bar appartient à B2 tilde. Enfin, si xn est une suite de B2 tilde, ben, c'est exactement pareil, hein. Soit B1 appartenant à B1, B1 croix xn appartient à T, quel que soit n, donc l'union de tous les B1 croix xn, j'ai pas mis la parenthèse, mais elle était là, appartient à T, et donc B1 croix l'union des xn appartient à T, donc l'union des xn appartient à B2 tilde, qui est donc une tribu qui contient E2, donc qui va contenir l'attribut engendré par E2, c'est-à-dire B2. Donc B2 est inclus dans B2 tilde, ce qui veut dire que quel que soit B2 appartenant à B2 et quel que soit B1 appartenant à B1, B1 croix B2 appartient à T. D'accord? Donc les rectangles de B1P2 sont inclus dans T, puisque c'est une tribu T. Hein. Et donc l'attribut qu'ils engendrent est inclus aussi dans T. Mais comme on avait déjà T inclus dans ça, on en déduit l'égalité et donc la propriété démontrée. Ça a été quand même assez long. Hein. Enfin, je termine par BR2, l'attribut des borréliens de R2, hein, engendré par l'ensemble θ R2 des ouverts de R2. Alors, BR2 est égal à BR, l'attribut produit BR par elle-même, et elle est engendrée par les rectangles. Alors, les intervalles croient un autre intervalle, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est intervalle fermé borné AB croît intervalle fermé borné CD. Démonstration.
R est l'union de ces intervalles-là qui appartiennent tous à IR. Et BR est engendré par IR. Donc, BR, donc on peut dire, c'est ce qui provient de ce qu'on a vu précédemment, hein, que BR, l'attribut produit BR par BR, va être engendré par les rectangles de la forme IR-IR. Voilà. Et de plus, ces rectangles-là qui sont de cette forme-là, bah ça nous donne un ouvert de R2, donc ils sont inclus dans θ R2. D'accord? Donc ça veut dire que l'attribut qu'ils engendrent va être inclus dans l'attribut borélienne qui, elle, est engendrée par les ouverts de R2. Donc c'est exactement ça. Mais tout ouvert de R2, ça c'est une propriété topologique, hein, que j'ai déjà rappelé, ou que je vais faire, et réunion dénombrable de rectangles comme ça. Donc ça veut dire que θ R2 est inclus là-dedans, hein, puisque les réunions dénombrables de rectangles comme ça, bah, elles appartiennent à l'attribut engendré par les rectangles. Donc j'ai cette inclusion, et comme j'avais l'autre inclusion, j'en déduis que BR2 est inclus dans... Donc j'ai ça, et donc j'ai l'égalité, puisque j'avais l'autre inclusion. Voilà. Et donc à retenir, BR2, l'attribut des boréliens, c'est-à-dire l'attribut engendré par les ouverts de R2, est égal à l'attribut produit BR par elle-même, et elle est engendrée par les rectangles qui appartiennent, les rectangles IR-IR. Remarque que si j'appelle I1 l'ensemble IR des intervalles ouverts, I2, I3 et I4, alors je sais que chacun d'eux engendre BR. Les ensembles de pavés ouverts, fermés ou demi-ouverts engendrent BR2. C'est-à-dire que par exemple, ça, eh bien, ça va engendrer BR2 tout simplement parce que cet ensemble-là, c'est-à-dire I4, ça c'est un élément de I4, et ça c'est un élément de I3. Et que I4 comme I3, ils engendrent BR. Alors on peut former comme ça plein d'ensembles, hein. On peut en former, il y a 4 possibilités pour le premier et 4 pour le deuxième, donc 16 possibles. Voilà, et donc on va se retrouver avec ce qu'on appelle des pavés semi-ouverts. Alors celui-là est fermé par exemple, celui-là il est semi-ouvert, et celui-là est semi-ouvert aussi. Et là si j'avais ouvert les deux, bah, ça aurait été des pavés ouverts. Généralisation à un espace mesurable IBI, donc E, l'espace c'est produit de 1 à n des EI, R ensemble des rectangles. Alors les rectangles c'est des produits de XI où XI appartient à BI. Les ensembles élémentaires sont par définition des réunions finies de rectangles et j'appelle E leur ensemble. Et je note B, l'attribut engendré par R, que j'appelle tribut produit sur E et que je note comme ça. Voilà. Donc engendré par les rectangles, et on montre démonstration identique au KN égale 2, qu'elle est engendrée par les ensembles élémentaires, et donc on a ça. Voilà. Alors ça nous donne un espace mesurable EB. Mêmes hypothèses, on suppose en plus que chaque BI est engendré par une partie delta I de P de EI, et que chaque EI est recouvrable par une famille dénombrable d'éléments de delta I. Alors, bon, eh bien, B égale le produit de 1 à n des BI va être engendré par l'ensemble delta des pi de 1 à n des XI. XI appartenant à delta I. Donc c'est la même démonstration qu'on a faite dans le cas n égale 2. Et on a aussi B qui est engendré par delta prime, où delta prime est l'ensemble des réunions finies d'éléments de delta. D'accord? Voilà, des ensembles élémentaires. En effet, alors pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est la même démonstration, hein, ça. Delta est inclus dans delta prime, ça c'est évident, hein, puisque tout pavé est enfin tout rectangle est un ensemble élémentaire. Et puis les ensembles élémentaires, bah, comme c'est des unions finies de rectangles, eh bien on va avoir ça. On va avoir ça. Donc ça. Donc on a la double inclusion. Voilà. Donc à retenir, c'est que le produit des BI il est engendré par l'ensemble des rectangles, tout comme par l'ensemble des ensembles élémentaires.
Cas de Rn, bah, R on sait qu'il est réunion dénombrable d'ensemble comme ça. Donc BRn qu'on va noter comme ça, bah, c'est l'espace qui est engendré alors, par le produit des intervalles ouverts, mais on sait qu'il va être aussi, pour la même raison que là, engendré par les 4 puissance n ensembles de pavés possibles, d'accord, qui sont des ensembles comme ça. Je vous laisse regarder par vous-même. Chaque IK étant égal à 1, 2, 3 ou 4, c'est-à-dire que voilà. Donc des pavés ouverts, fermés ou demi-ouverts. Alors de même pour B R bar à la puissance n, qu'on note comme ça, qui est le produit, je veux dire, qui est le produit des B R bar, hein, qui est engendré par ça. Voilà. Et puis B R bar à la puissance, B R plus bar à la puissance n, qui est engendré par ça. Car R bar, bah, c'est une réunion dénombrable d'éléments comme ça, R plus bar aussi. D'accord. Et puis on sait que BR bar est engendré par ces trois sortes d'intervalles et que BR bar plus, on sait qu'il est engendré par ces trois sortes d'intervalles. Voilà. Donc voilà le cas de R puissance n, R bar puissance n, R plus bar à la puissance n, ça a été fait. Remarque, il m'arrivera de dire dans les cours suivants rectangle au lieu de pavé. Pas souvent, mais ça m'arrive parfois, ce qui est fâcheux. Donc les pavés, c'est les produits de 1n des ik, alors que les rectangles, c'est les produits de 1n de xk, où les xk appartiennent au bk. C'est pas la même chose. On parle, alors par ailleurs, on parle de cube, d'hypercube, ça serait mieux de dire hypercube, quand les ik, hein, quand on prend un produit comme ça, et que les ik, tous ces intervalles ik, ils ont tous la même longueur, d'accord, tous la même distance. On se donne n espaces mesurables IBI, E leur produit. Eh bien l'attribut produit B est la plus petite tribu sur E qui rend toutes les projections mesurables. Ça c'est la k-ième projection qui a x associe xk. Démonstration, donc montrons d'abord que B convient si x appartient à bk, puis k-1 de x c'est le produit des xi où les xi valent EI quand i est différent de k, et puis xk vaut x. Donc là on appartient à BI et là on appartient à bk. Donc xi appartient à BI quel que soit i, et donc pi k moins 1 de x, comme les xi appartiennent tous à BI, c'est un rectangle, donc ça appartient à B. Donc pi k est bien mesurable, puisque c'est quel que soit x appartenant à bk. Réciproquement, si t est une tribu sur E telle que les pi k sont tous mesurables, alors quel que soit xk appartenant à bk, pi k moins 1 de xk appartient à l'attribut t. Donc ça veut dire que ça appartient à t, et je vais faire l'intersection pour k allant de 1 à n, et l'intersection, évidemment, ça va donner le produit de 1 à n des xk. Et c'est une intersection d'éléments dans une tribu, donc ça appartient à la tribu. Et donc, je vois que tout rectangle appartient à cette tribu. Donc, T contient tous les rectangles, donc B est inclus dans T, puisque la plus petite tribu qui contienne les rectangles, c'est B. C'est vrai pour toutes les tribus, donc la propriété donc, qui rend les projections πk mesurables est vraie donc pour toutes les tribus rendant les πk mesurables. Donc, soit X. Oui, elle vérifie tout ça, les tribus qui rendent les πk mesurables. Mais, par ailleurs, si je considère x l'ensemble de ces tribus, quel que soit t appartenant à x, j'ai, quel que soit k et quel que soit bk appartenant à bk, pi k moins 1 de bk qui appartient à t. Donc, pi k moins 1 de bk va appartenir à l'intersection de tous ces t-là, c'est-à-dire appartient à l'intersection des t pour t appartenant à x. Ça, c'est une tribu t'. D'accord? Voilà. Donc, en fait, la plus petite tribu t' rendant les πk mesurables, c'est t' égale intersection des t. D'accord? Et comme b est inclus dans t, dans tous les t qui appartiennent à x, B va être inclus dans t'. Mais de toute façon, on pouvait le dire, puisque
T' lui aussi rend les pK mesurables. Donc j'ai bien B inclus dans T'. Alors, comme B rend les pK mesurables, B appartient à X, il fait partie de cette famille. Et donc, l'intersection de tous ces ensembles-là va être inclus dans B. Donc T' est inclus dans B. Mais B est inclus dans T'. Donc B égale T', et donc B est bien la plus petite tribu sur E qui rend tous les pK mesurables. Fonction coordonnée, j'ai A, l'espace mesurable ABA, et les espaces mesurables IBI avec l'attribut produit sur l'ensemble produit, quel que soit I. Alors, c'est deux façons équivalentes de se donner une fonction de A vers E. Soit je me donne les fonctions coordonnées, j'en fais une fonction qui va de A vers E, et je remarque que c'est évident que FK est égal à π en F. Inversement, je me donne une fonction de A vers E, puis j'appelle FK égale π en F, et à ce moment-là, j'ai évidemment F égale F1 jusqu'à Ff. En tout cas, F est BAB mesurable si et seulement si chaque FK est BA-BK mesurable. Démonstration. Supposons que F est BAB mesurable. Alors, π rond F va être mesurable parce que F est mesurable, BAB mesurable, et que les πk sont BK mesurables. Donc, quand on compose, on obtient une fonction BAB, on obtient une fonction mesurable. BA-BK mesurable. D'accord ? Voilà, donc les fonctions FK sont toutes mesurables. Réciproquement, si chaque FK est mesurable, alors quel que soit le rectangle X égale pi de 1 à n des BK, donc un rectangle, donc qui appartient à B, F-1 de X, c'est l'ensemble des X appartenant à A, tel que FK de X appartient à BK, quel que soit K allant de 1 à n. Donc c'est l'intersection, quel que soit K allant de 1 à n. Donc c'est l'intersection pour K allant de 1 à n, des FK moins, parce que ça c'est équivalent à dire X appartient à FK moins 1 des BK. Donc c'est l'intersection des FK moins 1 de BK. Alors chaque FK moins 1 de BK, puisque FK est mesurable, appartient à BA. Donc l'intersection va appartenir à BA, parce que BA est une tribu. Donc F moins 1 de X appartient à BA, quel que soit le rectangle X, qui engendre B. L'ensemble des rectangles engendre B. Donc puisque c'est vrai, quels que soient les rectangles, ça veut dire que F va être BA, B mesurable. On appelle ça parfois le théorème du transport. Associativité du produit de tribu. On a trois espaces mesurables. Alors, tribu produit B1, B2, produit B3 est égal au produit B1, B2, B3 est égal à B1 produit B2, B3. Démonstration, B est la plus petite tribu sur E égale E1, E2, E3, rendant les projections π1, π2, π3 mesurables. L'attribut B1, B2, produit B3, défini sur cet espace, identifié à cet espace, est la plus petite tribu qui rend les projections, donc ici ça fait XY donne XY, non, XYZ donne XY et XYZ donne Z, voilà, mesurable. Mais on sait que F est mesurable, il y a deux coordonnées. Si chacune des coordonnées est mesurable, c'est-à-dire si XYZ donne X est mesurable et XYZ donne Y est mesurable. Alors c'est maintenant qu'on identifie ça avec le triplet XYZ. C'est-à-dire si on identifie ça à ça, et donc ça à ça, ça nous donne que tout cela est équivalent, donc l'attribut défini sur l'espace identifié est la plus petite tribu qui va donc rendre ça mesurable, c'est-à-dire cette application π1,
Ça, ben, x, y, z donne x, non, c'est pas pi 1, c'est pi 3. Et celle-là, ben, ça va être pi 1, et celle-là, ça va être pi 3, donc pi 2 et pi 3 mesurables. Donc en fait, ça équivaut à dire la même chose qu'avec celle-là. D'accord? Donc en fait, c'est l'attribut B. Et elles sont égales, donc. D'accord? Et donc on obtient que celle-là est égale à B. Et de même, si on identifie E1 croix E2 croix E3 et E1 croix E2 croix E3, on va avoir B1 produit B2 B3 est égal au produit B1 B2 B3. Au lieu de considérer cette application-là, on fera f x, virgule de x, virgule yz, d'accord? Et puis ensuite, la suite est exactement la même. Si les EI, BI sont mesurables, alors, produit de 1 à n des BI, produit Bn plus 1 est égal à produit de 1 à n plus 1 des BI. Démonstration. Ben, on refait ça en fait. Produit de 1 à n plus 1 des BI, c'est la plus petite tribu qui rend toutes les projections mesurables. Produit de 1 à n des BI, produit Bn plus 1, c'est la plus petite tribu qui rend cette fonction-là, donc je prends les projections, hein, et cette fonction-là, toutes les deux mesurables. Celle-là, en identifiant ça à x1 jusqu'à xn plus 1, c'est exactement pi n plus 1. Et dire que ça, c'est mesurable, ça il y a des fonctions coordonnées là. Donc ça équivaut à dire que ça donne chaque coordonnée, hein, est une fonction mesurable. Et si j'identifie ça avec x1 jusqu'à xn plus 1, c'est-à-dire si j'identifie ça et ça, donc ça et ça, je vais donc avoir que chacune des applications qui a x1 jusqu'à xn plus 1 associe xk pour k allant de 1 à n, bah, c'est-à-dire les pi k pour k allant de 1 à n mesurable, et puis on avait déjà pi n plus 1 qui était mesurable. D'accord? Donc en fait, la plus petite tribu rendant... ça, c'est la plus petite tribu rendant finalement tous les pi k mesurables. Donc c'est exactement la tribu pi de 1 à n plus 1 des BI. D'accord? Voilà. D'où l'égalité. Alors maintenant, si les espaces EIBI sont mesurables pour i allant de 1 à n plus p, ça c'est plus facile. Produit de 1 à n plus p des BI peut s'écrire produit de 1 à n des BI, produit de n plus 1 à n plus p des BI. Démonstration par récurrence sur p, donc si p est égal à 1, c'est évident, c'est le résultat qu'on vient de démontrer. Supposons que ça soit vrai à l'ordre p, considérons n plus p plus 1, BI. Donc on a ça. D'après le résultat précédent, quand on rajoute 1, ben on peut dire que c'est ça. D'accord? Et puis celui-là, on applique l'hypothèse de récurrence. Donc, puisqu'on a supposé que c'était vrai à l'ordre P. Donc ce truc-là, ça peut s'écrire comme ça. Produit Bn plus P plus 1. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. D'accord? Maintenant, on va utiliser l'associativité. Hein. On fait comme si ça, c'était B1, ça B2, ça B3. Et on utilise ça. Et donc, ça nous sort celui-là, qui va être produit celui-là, produit celui-là. D'accord? Or, ça, je réutilise la propriété précédente. Ça me fait le produit de n plus 1 jusqu'à n plus p plus 1. D'accord? Bon, ben ça y est, j'ai donc la propriété qui est vraie à l'ordre p plus 1, donc par le théorème de récurrence. Elle est toujours vraie. Et donc, la propriété est démontrée. Quelle propriété? Ben, c'est celle-là. Voyons maintenant la notion de classe monotone. C'est quelque chose qui est un petit peu différent de tribu, qui permet de mieux comprendre aussi comment sont les tribus. Il n'est pas facile de savoir comment sont les éléments d'une tribu. Par exemple, comment
d'écrire par exemple les éléments de la tribu borélienne sur R, c'est compliqué. Soit E, un ensemble non vide, une partie grand M de P de E est une classe monotone sur E si elle vérifie les trois conditions suivantes. E appartient à M. Si A et B appartiennent à M et que A est inclus dans B, B moins A doit appartenir à M. Et si AN est une suite croissante d'éléments de M, l'union des AN doit appartenir à M. Donc ce n'est pas tout à fait la même définition que pour une tribu. On a alors, si A appartient à M, le complémentaire appartient à M, vide appartient à M, et si AN est une suite décroissante de M, l'intersection des AN appartient à M. Une démonstration, E appartient à M et A appartient à M, donc E moins A appartient à M, d'après ça, donc A bar appartient à M. Donc vide qui est égal à R bar, puisque R appartient à M, il va appartenir à M. Et si AN est une suite décroissante de M, les AN bar appartiennent à M, ils forment une suite croissante de M, donc l'union appartient à M, et donc, puisqu'il appartient à M, le complémentaire appartient à M, et le complémentaire, c'est l'intersection des AN. Si B est une tribu sur E, alors B est une classe monotone sur E, c'est évident, puisque quand on a une tribu, elle vérifie ça, elle vérifie ça, elle vérifie ça. Par exemple, vide E, qui est une tribu sur E, est une classe monotone sur E. Mais les classes monotones ne sont pas toutes des tribus. Par exemple, si je prends E égale R, et puis M, l'ensemble de ces intervalles-là, auxquels je rajoute vide et R appartient à M par construction, et si A et B sont dans M et que A est inclus dans B, il faut regarder les cas possibles. C'est-à-dire si A est égal à vide, vide qui est toujours inclus dans B, bien sûr, B moins A est égal à B appartient, et si A est égal à R, B est égal à R à ce moment-là, et B moins A va être égal à vide, qui appartient aussi. Si B est égal à vide, A est égal à vide, donc B moins A est égal à vide aussi, vide moins vide, donc appartient. Et si B est égal à R, B moins A va être égal à A bar, et là, lui, il appartient, pourquoi? Parce que je me suis débrouillé, regardez, le complémentaire, il appartient, complémentaire, il appartient, complémentaire, il appartient, etc. À chaque fois, le complémentaire appartient par construction de M. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toutes les autres inclusions possibles entre des éléments de ce type-là. Donc, c'est A plus l'infini inclus dans ça ou ça, A plus l'infini inclus dans ça ou ça, moins l'infini A, il peut être inclus que dans ça ou dans ça, et moins l'infini A, il peut être inclus que dans ça ou dans ça. Et à chaque fois, quand on regarde B moins A, alors bien sûr, B ici, il faut qu'il soit inférieur ou égal à A, il y a des conditions, bien sûr. On regarde, l'intersection est toujours de ce type-là. Donc ça marche. Si AN est une suite croissante de M, si tous les AN sont vides, l'union est vide. Sinon, il existe un AN qui n'est pas vide. Et si l'un des AP est égal à R, l'union est égale à R, bien sûr. Alors, si tous les AK sont égaux à AN, pour K supérieur ou égal à N, ça devient stationnaire, l'union est égale à N. Et sinon, on a deux cas possibles. C'est-à-dire que tous les AK vides pour K inférieur à N et à partir de N, les AK sont de ce type-là, donc jamais égaux à R. Donc à ce moment-là, on a une suite AK qui est décroissante. Et sinon, tous les AK sont vides si K est inférieur à N, et tous les AK sont de cette forme-là. Et là, on a une suite croissante. Dans le premier cas, la suite décroissante, soit elle tend vers moins l'infini, soit elle est bornée. Alors, si elle tend vers moins l'infini, l'union va être égale à R. Et si elle est bornée, les AK tendent vers A. Alors, si tous les AK sont supérieurs à A, l'union va être égale à ça. Et sinon, à partir d'un certain rang, il y en a un, en tout cas, qui est égal à A. Et tous les autres, évidemment, vont suivre. Et à ce moment-là, l'union va être égale à ça. Et on traite de la même façon le deuxième cas. Et on en déduit donc qu'à chaque fois, l'union des AN appartient à M. Et donc, M est une classe monotone sur R. Alors, ce n'est pas une tribu, parce que si on prend par exemple ces deux éléments-là de M, leur intersection c'est 0, 1, qui n'appartient pas à M. Donc, on a bien ici une classe monotone qui n'est pas une tribu. Remarque, si M est une classe monotone sur E,
on a vu que vide appartient à M, et si A appartient à M, on a vu que le complémentaire appartient à M. La différence entre la notion de tribu et la notion de classe monotone, hein, ça provient de la troisième condition qui est exigée. Pour classe monotone, AN doit être une suite croissante, hein, de parties de M, pour que l'union des AN appartienne à M. Alors que pour tribu, il faut que ça soit une suite quelconque de grand M. Alors, évidemment, on voit que si AN est une suite quelconque, on peut passer de AN à une suite croissante en posant BN est égal à l'union de K égale 0 à N des AK. Et on a bien l'union des BN qui est égale à l'union des AN. Le problème, c'est de savoir si ça appartient à M. Parce que pour K égale 0, il n'y a pas de problème, ça fait A0, mais déjà pour K égale 1, ça fait A0 union A1. Mais on ne sait pas si la réunion de deux parties de N de deux éléments de N est un élément de N. Eh bien, on va rajouter la condition de la stabilité, et à ce moment-là, M va devenir une tribu. Si M est une classe monotone stable pour l'intersection, ça veut dire que si A et B appartiennent à M, alors A inter B appartient à M, alors M est une tribu. Démonstration, on prend AB appartenant à M, et on remarque que A union B, c'est juste le complémentaire de la barre inter B barre. A appartient à M, donc la barre aussi, B appartient à M, donc B barre aussi. Et là, maintenant, on peut dire que l'intersection appartient, ce qu'on ne pouvait pas dire avant. On peut le dire puisque on a cette condition de stabilité. Et donc ensuite, par passage au complémentaire, eh bien ça appartient à M, donc A union B appartient à M. Alors, soit maintenant donc cette suite là, on a posé Bn égale ça, quel que soit N, eh bien on va montrer que Bn appartient à M, parce que par récurrence, tout simplement, B0 appartient à M, si on suppose le résultat vrai à N, à l'ordre n, Bn appartient à M, Bn plus 1 égale Bn union à N plus 1. On réunit deux éléments de M, donc d'après ce qu'on a dit avant pour la réunion, ça appartient à M, donc Bn plus 1 appartient à M, donc Bn appartient à M, quel que soit N par le théorème de récurrence. La suite Bn est donc une suite croissante de M, donc l'union des Bn appartient à M parce que c'est une classe monotone. Donc comme c'est une suite croissante, c'est-à-dire que sub des Bn appartient à M. L'union de 0 à l'infini des AK, c'est pareil que sub pour n de l'union des AK de 0 à n, c'est-à-dire sub pour n des Bn, qui appartient à M. Donc l'union des AK de 0 à l'infini appartient à M, et donc M est une tribu. Soit un ensemble E non vide et X une partie de E. P de E est évidemment une classe monotone, et c'est même une tribu qui contient X. Je note C grand X, l'intersection de toutes les classes monotones qui contiennent X, c'est une classe monotone qui contient X. Alors, démonstration, X est inclus dans chaque classe, donc est inclus dans CX, E appartient à chaque classe, donc E appartient à CX, si AB appartient à CX, et si A est inclus dans B, alors B-A appartient à chaque classe, donc à CX, et si AN est une suite croissante de CX, alors c'est une suite croissante de chaque classe, et donc dans chaque classe, l'union AN des AN pour N appartient à chaque classe, et donc l'union des AN appartient à CX, ce qui prouve bien que c'est une classe monotone. Donc CX, intersection de toutes les classes monotones contenant X, c'est donc la plus petite classe monotone qui contient X. Et elle est incluse dans toutes les autres. CX est une classe monotone, mais pas nécessairement une tribu. Et comme exemple, on prend E égale R, et X, cette partie-là, de P de E, c'est-à-dire de P de R. Hein. Alors forcément, CX, il doit contenir ça, il doit contenir leur complémentaire, hein. D'accord? Donc il doit contenir ça, puis il faut qu'il contienne vide et E. Donc le plus petit CX possible, c'est celui-là. Or, on a déjà démontré que ça, c'était bien une classe monotone. Donc en fait, la classe monotone la plus petite qui contient X, c'est bien celle-là, et on a vu aussi que ce n'était pas une tribu. Alors le théorème de la classe monotone, il est assez fin, à la fin on va voir. Il dit la chose suivante, il dit qu'est-ce qu'il faut finalement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une classe monotone devienne une tribu. Alors c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Hein. Eh bien si E est différent de vide et que X est une partie de E, eh bien si X est stable par l'intersection, ça veut dire que si à chaque fois que A et B appartiennent à X, A inter B appartient à X,
alors Cx est l'attribut engendré par x. Démonstration, l'attribut engendré par x est une classe monotone qui contient x. Donc elle est contenue, non, elle contient pardon Cx. Cx qui est la plus petite est inclus dans cette tribu-là. Donc montrons que Cx est une tribu, soit A appartenant à Cx. On considère Cxa l'ensemble des B appartenant à Cx tel que A inter B appartient à Cx. E appartient à Cxa parce que A inter E est égal à A qui appartient à Cx. Parce que A appartient à Cx. Si B et B' appartiennent à Cxa et si B est inclus dans B', alors A inter B est inclus dans A inter B', B appartiennent à Cxa puisqu'ils appartiennent... Oui, donc ils appartiennent à Cx et A inter B' appartient à Cx par définition de Cxa. BB' appartient à Cx, B inclus dans B', donc B' moins B appartient à Cx. A inter B' moins B est égal à ça. Et A inter B appartient à Cx. A inter B' appartient à Cx. A inter B est inclus dans A inter B'. Donc A inter B moins B' moins A inter B appartient à Cx. Hein, parce que Cx est une classe monotone. Donc A inter B' inter, le complémentaire de A inter B appartient à Cx. Et donc A inter B' inter A bar union B bar appartient à Cx. Ce qui peut s'écrire en distribuant l'intersection et la réunion, ça peut s'écrire comme ça. Et ça vaut vide parce qu'il y a A bar inter A. Et donc il va rester ça qui appartient à Cx. D'accord? Et donc ça veut dire que ça appartient à Cx. Et donc que B' moins B appartient à Cxb. Et oui. Alors il n'y a plus que la réunion à voir. Je prends une suite Bn croissante de Cxa. Bon, voilà, A inter Bn est une suite croissante de Cx. Donc l'union des A inter Bn appartient à Cx, et donc A inter union des Bn appartient à Cx, mais l'union des Bn appartient à Cx, donc l'union des Bn appartient à Cxa, puisque on a ça, d'accord? Donc ça veut dire que Cxa est une classe monotone. Voilà, j'ai mal écrit ça, mais ça veut dire ça. Si maintenant je prends A appartenant à X, alors c'est une classe monotone, c'est bon. Si A appartient à X, alors si A appartient à X, alors je rappelle que X il est inclus dans Cx. Hein. Si A appartient à X, alors X est inclus dans Cxa. En effet, si B, il faut montrer que si B appartient à X, il appartient à Cxa. Alors si B appartient à X, alors X, je rappelle qu'il appartient à Cx. A inter B appartient à X parce que X est stable par l'intersection. Donc A inter B va appartenir à Cx. Hein. Et donc, ça veut dire que si A appartient à X, eh bien alors, toutes les parties, tout ce qui appartient à X appartient à Cxa. Donc, X est inclus dans Cxa. D'accord? Et Cxa est alors une classe monotone qui contient X. D'accord? Donc, le fait que A appartient à X, ça implique que Cx va contenir Cxa, puisque c'est la plus petite classe monotone qui contient X. Donc, quel que soit B appartenant à Cx, le fait que A appartient à X, ça implique que B appartient à Cxa. Et donc, ça veut dire que A inter B va appartenir à Cx. Et donc, A va appartenir à Cxb, puisque A inter B appartient à Cx. Donc là, quel que soit B appartenant à Cx, on va avoir, puisque à chaque fois que A appartient à X, il appartient à Cxb, eh bien quel que soit B appartenant à Cx, on a donc X qui est inclus dans Cxb. Et là, j'ai encore une classe monotone qui contient X. Donc Cx est inclus dans Cxb. D'accord? Quel que soit B appartenant à Cx. Donc si je prends B appartenant à Cx, et si je prends A appartenant à Cx, il va appartenir à Cxb. Donc ça veut dire que A inter B appartiendra à Cx. Donc, quel que soit A appartenant à Cx, quel que soit B appartenant à Cx, A inter B appartient à Cx, qui est donc stable pour l'intersection. Donc, comme c'était une classe monotone Cx qui contient X, alors, comme c'était une classe monotone et qu'elle est stable par l'intersection, c'est une tribu qui contient X. Donc, forcément, la plus petite tribu qui contient X, c'est celle-là, elle va contenir Cx. Mais comme j'avais déjà Cx qui était inclus dans l'attribut engendré par X, ça c'était quelque part là, j'ai donc l'égalité, donc j'ai démontré qu'effectivement Cx est l'attribut engendré par X.
Remarque que E1, B1, E2, B2 étant mesurables, en général l'ensemble des rectangles de E1 croix E2 n'est pas une classe monotone et donc pas une tribu. Exemple avec E1, B1 égale E2, B2 égale RBR, et cet ensemble-là qui appartient bien effectivement à B1 croix B2 parce que ça appartient à B1 et ça appartient à B2. Si je prends son complémentaire, ça va être R étoile croix R union R croix R étoile. Si A bar était un rectangle, il serait de cette forme-là. Et donc, il serait vide ou borné. Or, A bar, il n'est pas vide et il n'est pas borné. Donc, ça marche pas. Alors, par contre, ça marche dans certains cas. Par exemple, le cas trivial avec l'attribut vide E1 sur E1, vide E2 sur E2. Là, les rectangles vont être vide croix vide égale vide, vide croix E2 égale vide, E1 croix vide égale vide et E1 croix E2. Donc il n'y en a que deux. C'est ça l'ensemble des rectangles. Et effectivement, c'est bien une tribu, et donc une classe monotone. De même, l'ensemble des parties élémentaires n'est en général pas une classe monotone, donc pas une tribu. Je reprends le même exemple. Donc il est rectangle, donc il est aussi élémentaire, lui. Mais A bar n'est pas borné, donc ne pourra pas être une réunion finie d'intervalles comme ça, parce que les réunions finies d'intervalles comme ça, elles sont bornées. Si E1, E2, E, B1, E2, B2 sont des espaces mesurables, la plus petite classe monotone qui contient les rectangles est l'attribut B1, B2, l'attribut produit, qui est aussi la plus petite classe monotone contenant l'ensemble des élémentaires. Démonstration, AB étant deux rectangles, A égale U1 croix U2, B égale W1 croix W2 avec U1, W1 appartenant à B1, U2, B2 appartenant à B2. Donc A croix B, A inter B, égale U1 inter W1 croix U2 inter W2, c'est un rectangle. Et si on prend deux élémentaires, ça va être une réunion de rectangles, une réunion finie, d'accord? Et A inter B va être la réunion des intersections des rectangles. Et intersection de deux rectangles, c'est un rectangle. Union finie de rectangles, ça va être un élémentaire. Bon, donc ça veut dire que l'ensemble des rectangles, l'ensemble des élémentaires est stable pour l'intersection. Donc, d'après le théorème de la convergence de la classe monotone, la plus petite classe monotone qui contient celui-là, ça va être l'attribut engendré par celui-là, c'est-à-dire l'attribut B1, B2. Et la plus petite classe monotone qui contient celui-là, ça va être l'attribut engendré par celui-là. Et on sait que l'attribut engendré par celui-là, c'est aussi l'attribut produit B1, B2, d'où le résultat.